C'est un réel plaisir, comme toujours, de vous retrouver dans le débrief sur Midi 1 TV Afrique. Comment mieux mettre en œuvre le triptyque paix, sécurité et développement? C'est l'une des priorités du sommet du G5 Sahel de N'Djamena tenu le lundi 15 février 2021. Objectif, remettre la politique au cœur de la crise terroriste dans la zone plutôt sahélienne, contrairement au sommet de Pau qui était celui du sursaut militaire. L'heure était notamment au bilan des opérations de la force Barkhane sur le terrain. Qu'en est-il exactement? Élément de réponse dans le développement. Et ne faudrait-il pas aller au-delà de la réponse sécuritaire pour résoudre le problème du terrorisme en Afrique? C'est la question qui se pose également dans la seconde partie. Nous aborderons d'une manière plus large la question du terrorisme et de l'extrémisme violent en Afrique, avec la prolifération des groupes armés dans l'ensemble du continent. Et comment aussi faire pour les endiguer? Quelles sont les origines? Nous verrons tout cela avec Amadou Dramé, spécialiste en géopolitique sous-régionale. C'est un plaisir de vous recevoir. Un plaisir de partager, madame. Bienvenue sur Médian TV Afrique. Et avec lui, nous sommes avec Ibrahim Kane, analyste politique. C'est un plaisir de vous recevoir également, M. Kane. Merci de me recevoir encore une fois sur votre plateau. Monsieur Kane, dites-nous, le sommet a été l'occasion de faire le point sur la situation sécuritaire dans le Sahel. Quelle analyse faites-vous des conclusions issues de ce 7e sommet du G5 Sahel? On peut tirer quand même 2 ou 3 conclusions. La première, c'est que pour la première fois, ce ne sont pas les 5 chefs d'État des États membres du Sahel et la France qui se sont réunis. Ils ont ouvert la porte à d'autres acteurs comme le Sénégal. Ça veut dire que la conscience est maintenant claire dans l'esprit de ces dirigeants que ce ne sont pas ces 5 pays seuls qui peuvent aider le Sahel à se défaire de cette situation difficile dans laquelle il se trouve maintenant confronté, parce que la crise est là depuis quelques années et la crise risque d'aller vers le sud du Sahel. Et si cette crise atteint le sud du Sahel, c'est toute la région ouest-africaine qui sera concernée. Donc ça, c'est important. Deuxièmement, la réunion a un peu fait bouger les lignes en ce sens que maintenant, la question du dialogue avec les groupes terroristes n'est plus tabou. La France avait mis quelques réserves, mais aussi bien le Mali que le Burkina Faso avaient clairement fait entendre aux dirigeants français que pour eux, pour vraiment desserrer l'étau autour de leurs armées et autres, il fallait nécessairement parler, comment dirais-je encore, à l'ennemi. Et donc trouver les voies et moyens de ramener les gens à la table et de commencer à régler le problème de façon plus organisée. Le Mali donne l'exemple parce que pour la première fois, le drapeau du Mali a flotté sur Kidal, alors que pendant quelque temps, ce n'était pas le cas. Et le troisième point, je pense, qui me paraît intéressant, c'est comment faire en sorte que la France ne soit pas le seul pays qui soit présent, le plus présent militairement. Non seulement le Tchad a décidé d'augmenter ses troupes de plus de 1000 soldats, c'est déjà important, mais la question de la présence d'autres troupes, notamment européennes, a été évoquée, et la présence de l'Allemagne à ce débat-là montre aussi que maintenant l'ouverture n'est pas seulement en Afrique, l'ouverture est aussi dans le monde pour vraiment voir comment on peut régler ce problème qui commence à être très 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 sérieux, parce que si dans les 3 prochaines années on n'arrive pas à contenir cette crise-là, elle risque de prendre des proportions qui sont très dangereuses. Donc la réunion a été utile. Le seul point noir que je trouve, c'est le fait que le président français ne se soit même pas déplacé, parce que ça montre que la France continue de regarder les États africains de haut et ne voit pas sa présence sur le terrain comme faisant partie d'une stratégie globale. Mais peut-être une absence physique, mais il a participé à toutes les réunions par visioconférence. Oui, mais vous savez, pour des réunions comme celle-là, l'année dernière, on a bien tenu une réunion à Pau. Et pourtant, on était dans la période du Covid. Donc, pour des réunions comme celle-là,
ce qu'on discute après les réunions officielles sont les choses les plus importantes. Les réunions officielles, bon, il y a tout le cérémonial diplomatique et autres, mais les choses sérieuses se discutent autour de la table. Et donc, son absence a été vraiment, je pense, très bien ressentie. Donc, sa présence physique a été nécessaire. Alors, Monsieur Dramé, déjà, cette 7e réunion des forces conjointes du G5 Sahel, qu'est-ce que cela vous inspire déjà? Bon, déjà, c'est un bilan d'étape. Hein. Ben, on va dire que c'est un bilan d'étape qui est mitigé. Dans la mesure où il y a des avancées, nous nous rendons compte que les forces Barkhane ont réussi à neutraliser des leaders de groupes terroristes. Il y a eu des pertes aussi du côté de cette forte conjointe. Il y a aussi des pertes du côté de la France. Plus de 50 soldats. 53 oui. Soldats exactement. Et les groupes terroristes qui continuent à maintenir leur présence sur la zone des 3 frontières, principalement. D'ailleurs, c'est à ce niveau-là même que le président Macron avait dit que ce qui les intéresse, leur priorité, c'est l'État islamique au Grand Sahel. Parce qu'on se rend compte, qui est actuellement considéré comme ennemi numéro 1 bien de sûr, la force conjointe. on se rend compte que ce groupe continue de régner en main de maître sur cette zone, de telle sorte que moi, je vois déjà 2 perspectives dégagées à l'issue de ce sommet. Il y a cette volonté d'africanisation de la lutte contre le terrorisme qui a été dégagée par le président Déby en collaboration avec le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, penser à capaciter encore plus nos forces africaines que l'Afrique, étant donné que la chose se passe chez nous, qu'on prenne vraiment notre destin à main. Et l'autre aspect, c'est le maintien encore des troupes Barkhane françaises et l'appel au renforcement de l'Union européenne, qui montre que malgré ce que disait le président Macron auparavant, la France reste encore et la France cherche à encore avoir beaucoup de partenaires stratégiques pour rester sur le terrain. Et avant d'en venir à cela, la mise en place déjà d'un état-major conjoint l'année dernière a apporté ses fruits. Mais pensez-vous que la réponse militaire soit suffisante quand même pour stopper le phénomène? Bien sûr, la réponse militaire n'est pas suffisante. Parce que le terreau favorable du terrorisme, ce sont les questions de sous-développement. Cette zone, le Sahel, c'est la zone la plus pauvre, on peut dire, du monde, avec des problèmes des jeunes qui n'ont pas d'emploi, des femmes qui n'en ont pas de tissu économique robuste. En plus, il y a la question climatique, problème de résilience. Et ce qui est encore plus grave et qui vient s'ajouter, ce qu'on va sonner le glas de ce système déjà catastrophique, c'est le Covid-19. La pandémie qui vient encore endiguer vraiment les efforts que les États étaient en train de faire pour juguler le problème. Donc c'est une zone très pauvre. Et le système terroriste se nourrit de ça. Et c'est pourquoi les gens l'ont compris. Il y a l'Alliance Sahel qui cherche à aider du point de vue du développement. Mais le problème qui se pose, c'est que l'engagement que les gens ont sur le plan militaire, ce n'est pas le même engagement que les gens sur le plan du développement économique. J'en veux pour exemple, en 2019, on avait estimé les besoins humanitaires à environ 1,4 milliard de dollars. Mais quand les pays ont réussi à avoir des financements, c'était autour de 37%. Alors qu'à côté, on fait des dépenses militaires qui sont faramineuses. Et on se dit qu'on peut se demander est-ce qu'il y a la volonté réelle de régler le problème. Parce que c'est le problème sécuritaire, c'est un problème de développement. Il y en a qui disent que le problème de développement, c'est un problème sécuritaire d'abord, mais c'est un cercle vicieux. Le problème de développement, quand les gens sont désœuvrés, quand les gens n'ont pas d'emploi, les gens ont tendance à rejoindre des groupes terroristes qui proposent une sortie de crise. Donc il va falloir vraiment que l'Alliance G5 Sahel mette le focus sur l'aspect développement. Monsieur Kane, déjà, Monsieur Dramé l'a un peu procès, c'est dans la même dynamique. Les pays membres du G5 Sahel et leurs partenaires, notamment la France, ils ont parlé d'un retour de la diplomatie, de la politique au cœur du règlement de la question quand même du terrorisme dans le Sahel. Est-ce un aveu d'échec de la solution militaire? Pas du tout. Je pense que dans ce genre de guerre, dans ce genre de conflit, on peut affaiblir l'ennemi, mais on ne peut pas l'éliminer totalement. Et lorsque l'ennemi est affaibli, je pense que la seule solution, en tout cas le processus veut que on puisse maintenant s'asseoir sur la table et discuter des modalités d'un retour à une situation normale.
Cette question du Sahel, beaucoup pensent que c'est simplement une question de terrorisme. C'est plus qu'une question du terrorisme. Parce que dans la zone en partie, et tout à l'heure, M. Dramé l'a souligné, c'est pas seulement la zone la plus pauvre, mais c'est aussi la zone qui a été, dans cette partie occidentale de l'Afrique, la plus affectée par le changement climatique. Vous savez, dans toute cette partie nord, on a maintenant la recrudescence des conflits entre éleveurs et agriculteurs. C'est lié au changement climatique parce qu'il ne pleut pas beaucoup, les terres arables se réduisent sur toute la longueur du Sahel et cela rend difficile cette cohabitation entre éleveurs et agriculteurs. Et avant, ces conflits se réglaient par les structures sociales, mais maintenant, depuis la mort de Kadhafi et la prolifération des armes légères, ces conflits commencent maintenant à se régler avec la Kalachnikov. Et ça a créé même des conflits entre communautés et qui prennent parfois des conflits entre ethnies et parfois qui prennent aussi un caractère religieux parce qu'il y en a certains qui se drapent du boubou religieux pour mener le combat. Donc ça, c'est un aspect qu'on ajoute à la situation terroriste. Troisième point important, c'est que c'est aussi l'exemple typique de la mauvaise gouvernance. Certains États ont entrepris de mettre en place des politiques de décentralisation, bien que complètement désarticuler les systèmes sociaux qui étaient sur place. On a créé des structures censées représenter l'État, mais qui n'ont aucune légitimité auprès de la population. Et donc ça a ajouté à la fracture sociale. Et maintenant, vous voyez des gens, par exemple, qui étaient parce que c'est une région aussi très traditionnaliste, des gens qui étaient d'origine servile, entre guillemets, qui se retrouvent à la tête de ces structures, qui ne sont pas reconnus par le reste de la communauté. Une partie de la crise au centre du Mali est liée à ça, est liée au fait qu'aujourd'hui, c'est des gens qui étaient d'origine plus ou moins servile à l'époque, qui se battent contre les pouvoirs traditionnels qui sont en place. Mais ça, ce n'est pas Barkhane qui va régler ces problèmes. Ce sont les États eux-mêmes qui doivent trouver des procédures, des mécanismes pour commencer à mettre ça. C'est ce que l'actuel gouvernement transitoire du Mali commence à faire, mais on n'est pas encore allé très loin parce qu'au Burkina Faso, le processus est juste à ses débuts et au Niger, on attendait de voir la fin de l'élection présidentielle pour connaître qui allait gérer et je suis persuadé que celui qui est censé pouvoir présider aux destinées de ce pays et qui a été pendant très longtemps ministre de l'Intérieur, il connaît tous les problèmes du pays et qu'il va commencer à mettre en place les mécanismes qui pourront aider à faire cela. Mais ça, c'est juste le deuxième volet de la crise. Troisième, mais il faut résoudre, comme il l'a dit, les problèmes économiques et sociaux. Ils sont très importants. Moi, je ne parle même pas de l'emploi des jeunes, parce que ça, c'est un problème qui est pratiquement commun à tous nos pays. Mais comment redémarrer l'économie? Parce que dans toute cette partie du Sahel, mais non seulement l'État est absent, mais rien n'a été fait pendant ces 5 ou 6 dernières années. Et comme on le dit, la pauvreté est mère de tous les vices. Exactement. Et donc, il va falloir repenser, remettre en place des programmes économiques, mais ces programmes économiques vont devoir être financés. Mais par qui? Donc, il y a des plans que les gens doivent mettre en place, que les Nations Unies puissent aussi mobiliser des ressources, parce que je préfère cette démarche avec les Nations Unies qu'avec les autres puissances. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit s'orienter plutôt que de voir simplement la situation du Sahel sous l'angle de la lutte contre le terrorisme, parce que c'est plus que le terrorisme. Cet aspect économique est quand même très intéressant, nous allons y revenir au cours du développement. Et j'aimerais bien tout à l'heure, vous l'avez un peu brossé, vous avez parlé de la force Barkhane, notamment le format de cette force-là, elle est aussi à revoir selon les pays de la force conjointe, alors que le président Macron évoque un alignement politique et militaire. Sous quel format pourrait-on admettre le maintien de la force dans cette zone? Oui, moi je crois que la force Barkhane a son mérite, parce qu'au moins nous nous sommes rendus compte qu'ils ont réussi à neutraliser certaines têtes du mouvement terroriste.
Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je crois bien que cette force Barkhane, et ce n'est pas seulement la force qui est présente sur le terrain, il y a la force Barkhane qui fait 5100 hommes, il y a la force conjointe qui fait 5000 hommes, il y a MINUSMA au Mali qui fait à peu près 15 000 hommes, il y a la force de l'Union européenne qui fait, il y a la force Takuba dont on parle maintenant. Donc il y a énormément de forces qui sont présentes sur le terrain face à des djihadistes, des groupes armés terroristes qui ne représentent pas autant sur le plan du nombre, mais qui ne réussissent pas sur 8 ans à les dominer. Son bilan est un peu mitigé? Oui, c'est un bilan mitigé, et ce qui fait que maintenant les gens se demandent, du point de vue stratégique, est-ce qu'on ne devrait pas mettre toutes ces forces-là de façon conjointe, Barkhane y compris, sous un commandement africain. C'est ce que le problème se passe en Afrique. C'est les Africains qui doivent prendre leurs responsabilités. Et l'on peut se rendre compte que certains pays qui ont pris leur destin à main ont réussi. Je donne l'exemple du Tchad. Le Tchad a réussi, on peut se rappeler quand le président Idriss Déby, qui s'est fait nommer maréchal, a pris les commandements de son armée pour vraiment attaquer le Boko Haram. Et presque tout le bassin du lac Tchad a été nettoyé. Ils ont été même repoussés jusqu'au niveau du Nigeria. Et c'est là où le Nigeria, à un moment donné, a refusé que les soldats tchadiens percent la frontière. Mais je dis bien qu'il va falloir, si nous voulons avoir une solution militaire, parce que la solution n'est pas militaire, mais sur le plan militaire, nous devrons penser à regrouper toutes ces forces autour d'un commandement qui est géré par les Africains. Et qui plus est, mais les terroristes peuvent peut-être échapper à cette force Barkhane qui sont des Français qui ne maîtrisent pas le terrain. Mais les Africains, c'est des gens qui sont nés dans le Sahel, qui ont grandi dans le Sahel, ils connaissent très bien le Sahel. Je donne l'exemple des forces tchadiennes. Les terroristes ne connaissent pas mieux les recoins du Sahel que les soldats qui vivent là-bas. C'est des Tchadiens, c'est des Nigérians, c'est des Mauritaniens et c'est des Burkinabés. Donc ils connaissent bien le terrain. Il suffit de leur donner la capacitation logistique qu'il faut, leur donner le commandement qu'il faut et la responsabilité, je crois bien qu'ils peuvent arriver à bout. Parce que manifestement, cette guerre, bien entendu, c'est une guerre asymétrique, mais dure. Et dure plus qu'il le faut. À un moment donné, il faut que les Africains prennent leurs responsabilités. Je crois que ces conclusions ont été vraiment ressorties de cette rencontre du G5 Sahel. Maintenant, il reste à mettre en œuvre cet aspect militaire. Mais je dis que l'autre aspect de la guerre, ce n'est pas seulement l'aspect militaire. C'est l'aspect développement qu'il va falloir penser et structurer. Mettre en place. Déjà dans leur communiqué final, les chefs d'État ont salué le niveau jamais atteint jusque-là. Au début, vous en parliez. Jamais atteint plutôt jusque-là de la coordination entre les armées nationales, la force Barkhane et la force conjointe G5 Sahel. Que pensez-vous déjà de ce mécanisme de commandement conjoint? Bon, ça a toujours posé problème. D'abord entre les armées africaines, qui doit présider. Ça a toujours, ils avaient commencé par dire que c'était une présidence tournante, mais jusqu'à présent, les gens disent que vraiment les armées qui montrent le chemin sur le terrain, ce sont ces armées-là qui doivent vraiment présider la force, notamment les Tchadiens qui connaissent mieux le terrain, qui ont plus d'expérience. Mais au-delà de cela, je vois très très mal les Français accepter, ne serait-ce que pour des questions de souveraineté, accepter de participer à cette force ayant un très grand nombre de militaires et accepter d'être sous la direction d'autres forces africaines. D'autant plus ça devrait être plutôt le cas vu qu'ils viennent en appui. Ah, ils viennent en appui, mais ils n'ont peut-être pas les mêmes agendas. Ils n'ont pas les mêmes soucis. Ils ne se battent pas pour les mêmes raisons. Donc, et puis les Français qui ont quand même une armée plus forte, les moyens plus sophistiqués, n'aimeraient pas se retrouver sous la direction de ces militaires. Le problème de position, est-ce aussi important pour quand même, parce qu'il faudrait qu'ils soient unis pour pouvoir combattre les terroristes? Oui, mais c'est aussi le degré de professionnalisme de ces différentes armées qui s'opposent. Pour ne prendre que l'expérience du Mali, le Mali n'a pratiquement pas d'armée. C'est maintenant qu'on commence à mettre en place ce qui pourrait constituer la force qu'ils appellent les FAMA. Et ça pose de sérieux problèmes.
au Burkina Faso, avec le départ de Blaise Compaoré, il y a eu une désorganisation totale des services de renseignement, de l'armée elle-même. Et ce n'est que maintenant qu'on essaye de reprendre la main pour réorganiser tout ce système. Le Tchad et le Niger, parmi ces trois pays, était le seul pays qui avait une certaine continuité dans le fonctionnement de l'armée. Mais vous avez vu le tribut que les forces nigériennes ont dû payer, parce que dans cette région, après le Mali, c'est le Niger qui a payé le plus lourd tribut, oui. Tu vois, face à ces trucs. Donc vous voyez qu'on est ensemble, et il y a d'autres forces, mais qui pratiquement qu'on ne voit pas. Où est la Mauritanie? On ne la voit pas en tant que force partie prenante dans ce qui se fait actuellement au Sahel. Ce sont les troupes étrangères qui perdent la vie. Un autre point qui a été souligné, et je pense que le président sénégalais l'a même relevé cette semaine, c'est aussi le mandat de la MINUSMA. Parce que, d'abord, la MINUSMA quand même a au moins 15 000 hommes. Ces 15 000 hommes doivent pouvoir servir à autre chose. Ne doivent pas servir simplement de truc d'interposition pour éviter que... Parce que aujourd'hui, on est dans une période très critique. Il faut que l'on pense, à travers le Conseil de sécurité, à revoir le mandat de la MINUSMA. Et surtout à renforcer leurs capacités? Renforcer la capacité, ce n'est pas la chose la plus difficile au niveau de la MINUSMA, parce que c'est une forme qui est financée par les Nations Unies. Mais c'est surtout son mandat. Ne pas simplement s'interposer, mais quand c'est nécessaire, participer au combat pour l'élimination. Et je pense que cela est d'autant plus important que sur le terrain, on n'a pas seulement que Al-Qaïda, on a aussi les milices. Et donc, dans une situation aussi complexe, aussi triste, il faudrait que les mandats soient revus, aussi bien le mandat de Barkhane, de manière à ce qu'on réorganise tout, mais surtout celui de la MINUSMA. Parce que si toutes ces forces collaborent étroitement et visent le même objectif qui est d'éradiquer la violence dans la région, pas seulement le terrorisme, mais éradiquer la violence dans la région et participer aussi au retour de la paix entre les communautés, parce que les deux vont de pair. Il ne s'agit pas simplement de mettre un terme à la violence, il faut aussi recoudre les liens sociaux, tous les problèmes, et régler tous les problèmes qui ont été créés par cette guerre-là. Et je sais qu'ils sont très, très, très nombreux. Et ils vont de là. Et en dernier lieu, comme l'a dit tout à l'heure Dramé, une fois que la paix est retrouvée, il s'agira maintenant de passer à la chose la plus compliquée, la plus difficile, c'est-à-dire créer les conditions qui vont permettre aux gens de vivre dans de meilleures conditions dans cette région, qui, n'oublions pas, c'est le Sahel. C'est une région vraiment très que Dieu n'a pas doté de moyens. Déjà, avec l'annonce du président tchadien concernant l'envoi d'un bataillon dans la zone des 3 frontières, ils seront quand même 1200 soldats tchadiens, plus précisément, à renforcer les troupes. Mais déjà, peut-être terminer avec ceci, Paris qui sonne l'alerte sur une possible expansion des terroristes dans le golfe de Guinée, ce qui implique l'ouverture d'un nouveau front de lutte contre le terrorisme. Comment faire face déjà à cette menace ? Bien sûr, le terrorisme n'est pas seulement présent dans la zone du G5 Sahel. Et d'ailleurs, moi-même, je crois que c'est une erreur stratégique d'avoir créé le G5 Sahel sans pour autant impliquer les pays côtiers, le Nigeria, le Sénégal, le Bénin, il n'y a pas très longtemps, le Ghana, au Sénégal, on a arrêté des présumés terroristes, ce qui veut dire que les terroristes ne sont pas seulement présents dans cette zone. Et très souvent, ils ont des bases arrière, où ils se recyclent des fois, ce qui nécessite une mutualisation des forces, une mutualisation des renseignements. Et c'est là justement où je voudrais revenir avant de répondre à votre question. Où il y a un problème des fois au niveau du Sahel, c'est que nos États ont un certain problème par rapport à la souveraineté. Les États sont réticents à partager des fois des renseignements. Parce que quand même, pour combattre les terroristes sur le plan militaire, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a énormément de forces qui sont présentes. Mais comment se fait que les terroristes puissent se déplacer? Comment se fait que les terroristes puissent déplacer le logistique? Parce que maintenant, ce n'est plus seulement des ALPC, les armes légères et petits calibres, mais maintenant, c'est des armes de gros calibre, des armes lourdes qui ont été extraites des mines de l'armement de la Libye. Donc, il y a un manque de coordination? Il y a un manque de coordination, un manque d'échange de renseignements.
Et je crois que la force conjointe devrait travailler à ça. Et que les frontières, qu'on puisse permettre à d'autres forces de traverser les frontières et de poursuivre ce qu'on appelle le droit de poursuivre à un certain nombre de kilomètres les terroristes. Parce que ça freine des fois le problème. Revenant à votre situation, donc je pense bien qu'il va falloir, comme vous le dites, se focaliser sur cette zone dans la mesure où on se rend compte que, en tout cas au vu des dernières exactions qui ont été commises par les groupes armés terroristes, c'est une zone où il y a encore un regain de tension. Il faut nécessairement y travailler, mais quand même penser à mutualiser les forces, penser à réformer ce système de souveraineté ancienne. Vous savez, tout le problème vient de la balkanisation de l'Afrique. À un moment donné, les gens sont avec une règle et un crayon, ils ont tracé les frontières, faisant fi des ethnies, faisant fi des réalités sociologiques, etc., etc. L'Afrique a intérêt à repenser tout ça. Penser qu'au-delà des frontières, les gens ont des cultures différentes. Penser qu'au-delà des frontières, les gens ont des réalités différentes. Tout ceci est un ensemble de facteurs. Penser à renouer avec l'unité. Aujourd'hui, les gens travaillent dans l'unité. Mais c'est parce que nous sommes divisés, parce que nous sommes des micro-États que ces choses se passent, que des grandes puissances viennent nous imposer leur logique. Et nous allons mettre le point sur ça. Pourquoi ce manque déjà d'union qui favorise un peu cette montée de l'extrémisme violent en Afrique, qui rejoint un peu le terrorisme, mais c'est à revoir dans la seconde partie. Tout de suite. Et voilà, nous sommes dans la seconde partie du débrief, comme je vous le disais tout à l'heure. Monsieur Dramé, comment expliquer cette montée de l'extrémisme violent en Afrique, surtout dans la zone Sahel? Oui, cette montée a été beaucoup plus prononcée après la chute de la Libye, la chute de M. Kadhafi. La Libye était presque le grenier d'armement de l'Afrique. On s'est rendu compte que quand la Libye a été déstabilisée, beaucoup d'armes ont été pillées et ont été transportés à travers le Sahel. Et depuis, les groupes armés terroristes se sont enrichis. Il y en a beaucoup. Il y a Katiba Massina, qui est très forte maintenant au nord du Mali, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Vous avez de l'autre côté groupe de soutien à l'islamisme et aux musulmans. Énormément. Il y a même au niveau de la Libye maintenant le groupe djihadiste, enfin dit-on syrien, qui commence à s'implanter, qui descend. Le groupe terroriste? Oui, le groupe terroriste, de telle sorte qu'on se rend compte que les groupes prolifèrent. Et au-delà de l'aspect armement, il y a cette économie souterraine que ces groupes entretiennent. Parce qu'on peut croire que du point de vue développement, c'est une zone qui est très pauvre, mais du point de vue ressources naturelles, le Sahel est une zone qui est très riche. Et c'est très normal. D'ailleurs, du point de vue vous savez, les richesses de ce monde sont en Afrique. Parce que les richesses sont dans les parties les plus chaudes. Parce que la fossilisation se fait de façon beaucoup plus facile dans les régions chaudes que dans les zones froides. Donc l'Afrique est le grenier de ressources naturelles du monde. Et cette zone en est un exemple patent. Et les groupes terroristes ne manquent pas d'opérer une économie souterraine qui leur permet d'en tenir leur milice, qui leur permet d'en tenir, d'échanger, d'avoir des armes. Tout cela fait que le mouvement terroriste s'amplifie, malgré la présence de toutes ces forces dont on parle là. Mais encore une fois, je l'ai dit, c'est un aspect sous-développement prononcé, parce que c'est la partie la plus pauvre du monde, on peut dire, qui fait que facilement on recrute des jeunes, facilement on maintient sous pression des villages, et y ajouter aussi que la structuration culturelle, ethnique a été désorganisée. Tout ça fait que c'est un cocktail explosif qui permet une prolifération des groupes terroristes. Et c'est pourquoi moi je dis qu'on a parlé de l'aspect militaire, on a parlé de l'aspect développement, mais il va falloir même y ajouter, pour trouver une solution, l'implication de la société civile. Vous savez, ce que font les terroristes, c'est un endoctrinement. Il faut avoir des groupes, des gens. Quand on endoctrine quelqu'un, il faut penser à désendoctriner. Quand on radicalise quelqu'un, il faut penser à déradicaliser. Et ce processus-là ne peut pas se faire par des armes, ne peut pas se faire même par le développement. Ça se fait par des approches avec des spécialistes. La société civile doit être encore engagée plus dans la lutte. Et mieux outillée. Mieux outillée. Vraiment parler avec les populations, les approcher. Et je crois que si on parvient à faire ça, peut-être on réussira à trouver un palliatif. Mais allez-y. Poursuivez. Non, je dis que c'est beaucoup plus prononcé qu'on puisse le penser. C'est très compliqué, c'est très profond. Mais il faut un engagement de tous
de tout un chacun et un engagement qui va sur plusieurs secteurs, peut-être pour changer les choses. Alors, M. Kane, déjà pour les causes, M. Dramé en a un peu parlé. On peut citer entre autres la pauvreté, le sous-développement, le manque d'emploi des jeunes, il est revenu là-dessus, système de gouvernance faible, corruption, porosité des frontières, système de sécurité défaillant, clivage ethnique, entre autres. Au-delà de la lutte militaire, ne faudrait-il pas repenser à couper le mal à la racine? Tout à l'heure, M. Dramé a proposé aussi des solutions à ces causes de radicalisation des jeunes surtout. Alors, avant même de répondre à votre question, je vais juste ajouter 2 éléments qui me paraissent quand même importants pour ce qui concerne la région du Sahel. La région du Sahel a toujours été, en tout cas depuis des temps immémoriaux, une zone de trafic. Trafic du tabac, trafic des personnes par... l'esclavage. Bon, pas l'esclavage, trafic des personnes, c'est-à-dire permettre le passage des gens par le désert pour aller chercher à émigrer vers l'Europe. Et donc tout ça est lucratif. Et avec les défaites que les groupes, en tout cas d'Al-Qaïda, ont enregistrées en Syrie et dans d'autres régions du monde, il y a eu comme une sorte de rush dans cette région où non seulement on va contrôler ces réseaux, mais on va aussi se réarmer, en tout cas trouver les moyens, les ressources qui permettent donc une des sources, en tout cas un des moyens de mettre un terme, en tout cas de gérer ces groupes-là, c'est aussi de voir comment on peut régler ces questions de trafic. Parce que ces questions de trafic sont tellement importantes parce qu'elles mettent aussi en jeu le rôle des armées nationales. Beaucoup de militaires sont des trafiquants dans cette zone. Et aussi le rôle de certains réseaux mafieux qui sont aujourd'hui objectivement des partenaires des troupes Al-Qaïda. Donc, travailler pour gérer ces situations-là, c'est d'abord une chose. La deuxième chose, c'est en essayant de gérer les raisons profondes de ces crises, c'est de vraiment mettre le doigt sur qu'est-ce qui peut être fait pour que le Sahel redevienne une région économiquement viable. Une région où on peut, en tout cas les populations qui y habitent, peuvent espérer en faire un lieu de vie et continuer leur vie. Parce que le Sahel fait d'abord l'objet d'une agression naturelle qui est le changement climatique. Gérer la problématique du changement climatique, c'est aussi arriver à trouver des solutions aux problèmes qui se posent Surtout, vous savez, une partie de ce Sahel, c'est la vallée du fleuve Niger. Or, la vallée du fleuve Niger est en train vraiment de régler en partie ce grand problème entre éleveurs et agriculteurs. C'est en partie trouver une solution à la crise du Sahel. Régler les questions agricoles dans le sens où le Sahel peut encore servir de grenier en essayant de mettre en valeur tu vois, ces cours d'eau, tout ça qui peut contribuer à vraiment fixer les populations au niveau de certains. Parce qu'une bonne partie de la jeunesse, aujourd'hui, n'a d'autre choix que d'aller vers Al-Qaïda parce qu'ils leur proposent des moyens, des ressources pour vivre, mais qui leur offrent aussi un idéal, même si c'est des revenus assez conséquents. Voilà, conséquents. Donc ça doit vraiment faire l'objet. Et ce que je vous dis là, ça ne sera pas réglé par un seul pays. C'est ensemble parce que c'est vrai que le GS5 Sahel aujourd'hui joue, mais je vois aussi un rôle qu'une organisation comme la CEDEAO pourrait jouer. Et l'Union africaine. Bon, l'Union africaine aujourd'hui est confrontée à un certain nombre de problèmes parce que vous savez aussi qu'au moment où on est en train de gérer cette crise, les Européens ont une partie du financement des actions de l'Union africaine venait des fonds qui étaient alloués par l'Union européenne. Et l'Union européenne a décidé depuis l'année dernière qu'elle ne va plus remettre des sous à l'Union africaine pour gérer ces crises, c'est elle-même qui va financer ses propres. Et ça, c'est un problème. Parce que comment l'Union européenne peut déterminer les problèmes de l'Afrique sans l'Union africaine? Vous voyez, et ça, c'est des enjeux économiques, hein, parce que l'Union africaine recevait l'argent de l'Union européenne et allait acheter
les moyens de gérer ces trucs ailleurs. Et c'est ce que les Européens ne veulent pas encore. Donc vous voyez que derrière tous ces soutiens, tous ces engagements, il y a des soubassements aussi économiques. Et ça, les États africains, à mon avis, devront gérer ça en essayant de mettre en place, parce qu'ils ont décidé maintenant de mettre en place un fonds de la paix. Et je pense que ce fonds de la paix, bon, commence à être bien alimenté parce qu'au dernier décompte, on a déjà 200 millions de dollars qui ont été pratiquement levés auprès des pays africains. Donc, avoir ces ressources-là, et puis si le budget de l'Union africaine avec la transformation arrive à se mettre en place avec un budget de l'ordre d'1 milliard, on aura quand même des ressources qu'on pourra mettre. Parce que comme l'a dit M. Dramé, on ne pourra vraiment aller dans la bonne direction que si nous-mêmes tenons tous les leviers. Si nous-mêmes savons ce que nous voulons faire et nous donnons les moyens d'agir en conséquence. Parce que croire que c'est les autres qui vont nous aider à faire ce qui est bien pour nous, ça, ils ne le feront jamais. Seuls les Africains pourront régler les problèmes de l'Afrique. Déjà, si on prend l'exemple de Boko Haram, le groupe terroriste a profité du conflit historique quand même entre le Cameroun et le Nigeria, des problèmes de leadership entre le Nigeria et le Tchad pour mieux s'implanter dans la zone. Quelle lecture déjà faites-vous de cet état de fait? Oui, bien sûr. Le phénomène Boko Haram, c'est un phénomène complexe. Très souvent même, ce qui arrive, c'est que dans la façon de lutter contre Boko Haram, les forces de l'ordre font tellement d'exactions que finalement, elles ont les populations sur le dos. Les populations préfèrent des fois même se retirer au profit de Boko Haram, en tout cas aller avec Boko Haram. Donc c'est un problème qui est compliqué. Et là aussi, à ce niveau, je crois qu'il faut l'engagement qu'il faut. Moi, je l'ai dit, vous savez, au niveau du bassin de lac Tchad, le Tchad a réussi à éliminer quasi totalement Boko Haram. Je crois que si on donne la permission aux armées, en tout cas qui sont les plus expérimentées, peut-être qu'ils parviendront à éliminer Boko Haram. Mais Boko Haram manifeste sa présence. Hier ou avant-hier, ils ont même tiré des roquettes à Maïdougouri pour montrer que... Et puis c'est une façon de montrer aux gens du G5 Sahel que nous sommes encore présents. Donc c'est des choses qui profitent, et puis sans compter aussi que ces clivages idéologiques entre le nord et le sud au niveau du Cameroun, au niveau du Nigeria, qui alimentent vraiment Boko Haram. Et là, c'est ce manque de coordination qui est toujours en jeu. C'est un manque de coordination, parce que le phénomène, c'est un phénomène qui est transnational. Ce n'est pas un phénomène qui est national. Les terroristes n'agissent pas en fonction d'un État. Les terroristes agissent en fonction de leurs intérêts et de leurs objectifs respectifs, qui transcendent les frontières. Dans ce cas, si l'Afrique, en tout cas le G5 Sahel ou bien l'Union africaine, veut régler le problème, nous avons intérêt à travailler nous aussi de façon transnationale. Les pays ne peuvent pas rester dans leur souveraineté étatique individuelle et vouloir combattre un problème qui n'est pas un problème seulement national. Nous avons intérêt à avoir des forces conjointes, avoir intérêt à travailler en parfaite cohérence et travailler de façon harmonieuse pour juguler ce problème-là. Et déjà, peut-on freiner ce phénomène sans pour autant solutionner les problèmes politiques et socio-économiques auxquels font face les pays africains? C'est impossible. Il l'a dit tout à l'heure, il y a des problèmes de gouvernance. Dans ces pays-là, rares sont les pays où le processus démocratique est respecté. La plupart de ces pays ont vécu des coups d'État. La plupart de ces pays ont des clivages ethniques. On parle des problèmes entre les agriculteurs et les éleveurs. Et des problèmes qu'on ne parvient pas à régler. Parce que ce que les gens oublient, c'est qu'aujourd'hui, on peut parler des problèmes entre les Dogons et les Peuls. Mais ces gens ont toujours vécu ensemble. Et le mécanisme traditionnel parvenait à trouver des solutions aux problèmes. Les problèmes ont toujours existé. On a toujours parvenu à les régler. Maintenant, avec des intérêts qui s'ajoutent, avec le sommet de l'iceberg que je dis qui constitue l'effet islamiste, parce qu'en réalité, ce n'est pas ça. Ça fait que les gens ne parviennent plus à régler les problèmes. Mais quand même, l'Afrique parvenait à régler ces problèmes qui sont endogènes. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a un problème fondamentalement de gouvernance locale. Les gens ont des problèmes au niveau des gouvernances, problèmes de réduction des comptes, problèmes de transparence. Les populations se sentent frustrées parce qu'ils voient les biens qui sont engrangés, qui vont ailleurs. Et les gens ne parviennent pas du tout à respecter le processus démocratique. Des mandats qui sont prolongés, des coups d'État, etc., etc. Donc c'est un terreau favorable, mais ajouté à tout ce qu'on a dit, qui fait qu'il y a énormément de choses à régler. Mais quand même, je crois bien, si nous voulons trouver des solutions, il faut commencer par l'étape. Penser à la transparence, penser à la bonne gouvernance.
et peut-être l'aspect sécurité viendra et le développement. Mais si nous ne le faisons pas, je crois qu'on permet des frustrations des populations. Parce que des populations sont frustrées au niveau de l'Azawad, au niveau du nord-est Mali. Mais des années et des années, cette population est restée déshéritée. L'armée malienne ne venait pas. C'est un no man's land. L'armée malienne ne venait même pas là-bas. On prend l'exemple de Kidal. De Kidal, ni de structure d'éducation, ni de santé, ni de rien. Facilement, ces gens se retrouvent contre quelqu'un qui leur promet quelque chose. Donc, réglons ces problèmes de bonne gouvernance et peut-être les solutions viendront. Il y a un aspect qu'on n'a pas encore évoqué dans ce débat, c'est le rôle aussi des pays arabes, surtout des fondations des pays arabes, qui ont beaucoup servi à financer des groupes qui se sont par la suite transformés. Nos États doivent aussi contrôler les ressources qui entrent sur le territoire sous forme d'aide et qui sont destinées à des organisations dans ces régions-là. Parce que ça joue un rôle déterminant dans la manière dont certains de ces groupes-là arrivent maintenant à contester l'autorité de l'État et à comment dirais-je encore, à faire face à l'État. À cela s'y ajoute aussi, on peut le dire, les élaborations de stratégies qui se font la plupart du temps en l'absence des pays même concernés. Comment cela pourrait aider quand même à stabiliser les problèmes de certains pays, à l'exemple du Mali, par exemple, si on prend l'accord d'Alger, une élaboration qui s'est faite en l'absence de l'État malien, cela ne pourrait-il pas un peu enfreindre le processus de stabilité du pays? Oui, mais ça, vous prenez le cas d'un pays, alors qu'ici, on est en train de voir... C'est juste un exemple. Voilà, c'est un exemple. On est en train de voir la région. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le Sahel a connu 19 stratégies. Tout élaboré en l'absence des pays concernés. Aucune de ces stratégies n'a été élaborée par les 5 pays. C'est toujours élaboré ailleurs et on les a fait adopter par les 5. Pour moi, le problème n'est pas que les autres proposent des solutions. Le problème, c'est que nous aussi, que nous soyons capables de proposer des solutions qui, peut-être qu'on va confronter à leurs solutions et voir... Conforme à nos réalités. Trouver un terrain d'entente qui pourrait le faire. Dans cette affaire du Sahel, encore une fois, j'insiste, la CEDEAO est absente. La CEDEAO est absente. Ce n'est que récemment, l'année dernière, qu'elle s'est réunie pour décider du principe d'un financement de l'ordre de 1,5 milliard pour gérer cette... Je vous dis ça parce qu'il y a eu des crises antérieurement dans la zone du Sahel. Souvenez-vous de la guerre civile au Libéria, de la guerre civile en Sierra Leone. Qui a réglé ce problème? C'est la CEDEAO à travers le Nigeria, le Ghana et autres qui ont utilisé leurs troupes. Le Nigeria, à un moment donné, dans ces deux crises-là, arrivait à dépenser 1 milliard de dollars américains par mois pour s'assurer de la stabilité du Libéria et de la Sierra Leone. Mais pourquoi ce même élan de solidarité et d'effort n'est pas produit au niveau de cette zone sahélienne? Moi, ça me fait juste poser des questions. Et je pense que, d'autant plus que la plus grande puissance de cette région est quand même de cette partie de l'Afrique, le Nigeria, et qui est aussi confrontée à la crise de Boko Haram. Et pas seulement à la crise de Boko Haram, mais les problèmes entre éleveurs et agriculteurs gagnent même le centre du Nigeria. Donc ça, c'est vraiment une question pour moi à laquelle on n'a pas répondu. Et je pense également que l'Union africaine a un rôle important à jouer. Parce que l'Union africaine a été créée avec le désir, l'objectif de mettre un terme au conflit. D'ailleurs, l'année dernière, le thème de l'année, c'était mettre un terme au conflit. Et pourtant, pendant cette année où on voulait mettre un terme au conflit, on n'a pas vu l'Union africaine. Alors, est-ce que ce sont les Occidentaux qui s'y opposent? Question. Ou bien est-ce que l'Union est tellement faible qu'elle est même incapable de proposer des solutions? Et ça, ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous, quand l'Union voulait régler la crise en Libye et avait proposé une solution qui consistait à dialoguer avec Kadhafi, à ne pas l'éliminer, mais les Occidentaux, ayant un autre agenda, ont refusé même à la délégation africaine qui était alors en réunion à Nouakchott pour aller à Tripoli et discuter pour trouver une solution. La suite, on voit, on en sait quelque chose. Donc ces aspects des relations
entre l'Afrique et l'Europe, ces aspects aussi doivent être mis en exergue. Parce qu'il faut quand même une autonomie carrément du continent pour pouvoir régler ses propres problèmes. Déjà, on a vu que le Bénin, déjà en tant qu'exemple, veut se doter d'une stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent. Déjà, qu'en pensez-vous? Oui, non. Je répète, le Bénin seul ne devrait pas se doter d'une stratégie de lutte contre les groupes armés terroristes. Parce que je dis que ce n'est pas un problème qui est national. C'est un problème qui est transnational. Maintenant, si vous permettez que je revienne un peu sur l'aspect par rapport aux stratégies qui ont été adoptées à l'extérieur, c'est qu'à ce niveau, moi j'ai remarqué une certaine fixation sur l'aspect Occident par rapport à cette partenariat vertical entre la France et le G5 Sahel. Parce qu'on peut se rappeler que lors du sommet de Sochi, la Russie avait proposé vraiment une façon de faire qui pourrait permettre de juguler ce phénomène. Et avec la Russie, quand même, on peut se rendre compte qu'au niveau de la Syrie, la Russie a réussi à endiguer de façon stratégique les terroristes. Et ça commence même au niveau du Mali avec leur arrivée. Donc, on peut penser que les Russes peuvent aussi apporter leur touche personnelle. Mais ce qui arrive, c'est que le G5 Sahel, étant donné que c'est des anciennes colonies françaises, j'ai l'impression que le G5 Sahel est encore frileux à avoir des relations avec d'autres partenaires. Mais dans ces genres de combats, tout ce que les gens proposent, et puis la Russie est très présente sur le terrain, la Russie est très stratégique. La Russie réussit. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'avec l'avènement de la Russie, avec la force France et la force Barkhane, moi je répète encore, si vous voulez aider quelqu'un, parce que les problèmes se passent en Afrique, si vous voulez aider l'Afrique, il va falloir à un moment donné qu'on accepte à aller dans la direction qui a été tracée par les Africains. La France ne peut pas être au niveau du G5 Sahel, avoir son agenda personnel. Si c'est fait, cela montre à suffisance que les États sont faibles, que les États acceptent une domination qui ne dit pas son nom, ce qui doit être désuet. L'Afrique doit imposer, le G5 Sahel particulièrement doit imposer le fait à ce que toutes les forces qui viennent en appoint travaillent en parfaite cohérence dans le cadre de la direction qui est tracée par les Africains, par le G5 Sahel. Donc, pour revenir à votre problème, que le Bénin ne fasse pas seul, le Bénin devrait penser à s'allier à d'autres groupes. Par exemple, le Sénégal a intégré le GARCI, dont je parlais tout à l'heure, pour penser à avoir un renseignement efficace qui permet de lutter contre le terrorisme. C'est un problème transnational, surtout pas que les États pensent qu'ils peuvent régler ça seuls. Pensons à avoir des solutions globales, des solutions stratégiques qui sont harmonisées au niveau d'une force conjointe. En tout cas, l'extrémisme violent fait perdre chaque année 97 milliards de dollars aux pays africains, ce qui est assez énorme comme perte. Quel type de solution inclusive, M. Kane, pour contrer l'extrémisme violent en Afrique? Ça, c'est vraiment tout un programme. C'est aux États eux-mêmes qui sont confrontés à parce que ce qui est aussi une vérité, c'est que la façon dont la crise s'exprime dans un pays peut être différente dans un autre pays, même si on est face à la même problématique. Les contextes sont différents. Donc c'est aux États de se réunir, d'avancer ensemble et d'aller dans une direction qui est la leur, mais en même temps une direction qui fait que chaque fois qu'il y a un problème dans un pays, on va tous collaborer. Par exemple, dans la question au Mali, la question du nord du Mali, ils doivent tous collaborer ensemble pour que la question du nord du Mali trouve une solution. Parce que si une solution est trouvée au nord du Mali, on peut commencer à envisager le futur dans de meilleures conditions. Ce que le Mali, le Burkina ont commencé à faire, pour moi, c'est déjà un bon pas dans la direction. C'est-à-dire parler à l'ennemi, voir quels sont les compromis qui sont possibles avec l'ennemi dans le contexte actuel, de manière à permettre, à donner un peu de répit aux armées, à mieux les former, et puis aussi à développer le renseignement. Parce que si tout ce qui est... Une des difficultés dans laquelle se trouvent la plupart des armées, c'est qu'il y a insuffisance de renseignement. Sur beaucoup de questions, les armées sont désorganisées, il y a tout. Donc il faut aller pas à pas pour maintenant d'abord régler l'aspect sécuritaire. Maintenant, l'aspect sécuritaire va de pair avec le règlement des questions économiques. C'est-à-dire, si on ne veut pas retomber dans le même piège, on ne veut pas retomber dans les mêmes difficultés,
il va falloir aussi penser aux problèmes économiques qui se posent et dont on a parlé dans la première partie du et troisièmement, ici, on est aussi dans une situation où la solidarité africaine doit s'exprimer. Je dis la solidarité africaine doit s'exprimer en ce sens que l'Afrique de l'Ouest est confrontée à une crise, les autres régions de l'Afrique doivent faire preuve de solidarité. Aujourd'hui, vous avez vu, l'Afrique australe commence à avoir son propre problème avec le terrorisme. Et cela va même jusqu'à la Corne de l'Afrique. Non, pas seulement. Le Mozambique est maintenant pratiquement, il y a une partie le nord du Mozambique est entre la main de groupes terroristes et de groupes qui viennent du Moyen-Orient. Donc vous voyez que ce n'est pas un problème qui est simplement ouest-africain, c'est un problème qui peut devenir continental. Cette solidarité doit s'exprimer. Elle ne l'est pas actuellement. Par exemple, on a des pays tels que l'Afrique du Sud qui ont de gros moyens, qui auraient pu aider. Ce que la France est en train de nous donner, l'Afrique du Sud aurait pu nous le donner. Ou bien un pays comme l'Égypte, qui est un pays du point de vue militaire très puissant, parce que l'Égypte produit beaucoup d'armes. Donc ils auraient pu nous aider dans ce domaine-là, mais cette solidarité-là n'est pas encore visible, ou en tout cas n'est pas satisfaisante. Donc on doit vraiment compter, parce que si on veut aller vers l'intégration africaine, l'intégration doit aussi s'exprimer sur ces questions de sécurité, de paix, de nos... Et malheureusement, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Ce que je voudrais ajouter, si vous permettez... Rapidement, s'il vous plaît, oui, en 10 secondes. C'est l'aspect sous solidarité. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il y a des pays en Afrique qui ont vécu des situations de guerre et qui ont réussi à les juguler de façon vraiment parfaite. Il a donné l'exemple de l'Égypte, moi je donne l'exemple de l'Algérie, l'exemple du Maroc, qui réussissent à vraiment gérer les cas terroristes de façon parfaite. Et l'autre aspect que je voudrais ajouter, un aspect qui me semble important, c'est par rapport au développement. Je dis l'engagement que les chefs d'État ont sur le plan militaire, ils devaient penser peut-être à organiser un sommet sur le plan d'investissement prioritaire dont ils parlent. C'est-à-dire que les sommets permettent de capitaliser et de parler que de l'aspect développement. Et ça permettrait vraiment d'avoir une manne financière assez importante pour gérer le problème de sous-développement. Et moi, j'ajouterais pour terminer, pour dire qu'aussi il faudrait impliquer les populations dans les mécanismes de lutte et de prévention et également mieux outiller les leaders communautaires pour mieux sensibiliser les populations. Et là, nous sommes arrivés au terme de cette émission. En tout cas, merci de l'avoir suivi. Je rappelle que nous recevons sur notre plateau Amadou Trami, spécialiste en géopolitique sous-régionale. C'est un plaisir de vous avoir reçu avec lui, monsieur Ibrahima Kane, analyste politique. Merci. Voilà, ainsi se referme ce débrief. Un grand merci, comme toujours, à la partie rédactionnelle et à la partie technique de l'autre côté de la vitre. Rendez-vous pour un prochain débrief, toujours sur Médian TV Afrique.